15 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce mercredi 29 octobre 2025 à la une de l'actualité d'aujourd'hui. Djibouti mise sur le système d'alerte précoce, un événement organisé par le ministère de l'Intérieur pour renforcer la prévention des risques. 70 morts en 24 heures à Gaza, Washington réaffirme son attachement au cessez-le-feu. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, s'est tenu Sheraton Hotel un atelier d'information sur mesures consacrées au renforcement des systèmes d'alerte précoce en République de Djibouti. Cet atelier marque le lancement officiel du projet d'information sur mesures pour des systèmes d'alerte précoce opérationnels, une initiative stratégique visant à améliorer la prévention et la gestion des risques de catastrophes naturelles dans le pays. L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de Chine à Djibouti, de la représentante résidente du PNUD ainsi que du secrétaire exécutif de la gestion des risques et des catastrophes. Ce projet financé à hauteur de 2 millions de dollars par le gouvernement chinois est mis en œuvre à travers l'Agence chinoise pour le développement et la coopération internationale avec le soutien technique du PNUD. L'initiative a pour objectif de renforcer les capacités nationales en matière de prévention et de réponse rapide aux catastrophes naturelles en dotant le pays de systèmes performants d'alerte précoce. Elle permettra également d'appuyer le secrétariat exécutif de gestion des risques et des catastrophes ainsi que les institutions nationales concernés afin d'assurer une meilleure coordination et efficacité dans la gestion des urgences. Ce partenariat illustre une fois de plus la coopération fructueuse entre la Chine, le PNUD et Djibouti dans le cadre des efforts continus pour renforcer la résilience du pays face aux risques climatiques et naturels. Suivant l'intervention de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti et de la représentante résidente du PNUD. C'est un grand plaisir pour moi d'assister à cette atelier de lancement du projet intitulé Information sur mesures pour les systèmes d'alerte précoce exploitables à Djibouti. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'ambassadeur, exprimer mes remerciements au PNUD pour votre effort pour l'organisation de cet événement, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur, au SIAGC, et à tous les partenaires pour votre soutien important accordé à ce projet. C'est un grand honneur et plaisir de moi joindre à vous aujourd'hui le lancement du projet Information sur mesure pour des systèmes d'alerte précoce exploitables à Djibouti. Fruit d'un partenariat solide entre le gouvernement de Djibouti, la République populaire de Chine et le PNUD. Ce projet illustre parfaitement la force de partenariat qui nous unit à la volonté commune de renforcer la résilience face aux risques climatiques dans la région. Djibouti fait partie des pays où anticiper les risques n'est plus une option, mais une nécessité. Et suivant également l'intervention du ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan. C'est pour moi ce matin un honneur et une satisfaction de prendre la parole à l'occasion du lancement officiel du projet intitulé « Information sur mesure pour des systèmes d'alerte précoce opérationnels en République de Djibouti ». Cette initiative marque une étape décisive dans notre ambition commune de renforcer la résilience de notre pays face aux catastrophes naturelles et aux crises de toute nature. Au nom du gouvernement, je tiens à exprimer une vive reconnaissance à la République populaire de Chine, par l'intermédiaire de l'Agence chinoise pour le développement et la coopération internationale, pour son soutien financier d'un montant de 2 millions de dollars, ainsi qu'au PNUD pour son appui technique. Cet appui illustre, une fois de plus, la force du partenariat face aux défis qui menacent nos populations.
Notre pays est exposé à une diversité de risques, que ce soit les sécheresses, les inondations, les crises sanitaires, voire les menaces sismiques. Face à ces réalités, notre responsabilité est claire, anticiper plutôt que de subir. Dans l'actualité également, le ministère de la Femme et de la Famille, en coopération avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a organisé hier au Bawadi Mall la 6e édition de l'exposition d'artisanat, un rendez-vous désormais incontournable dédié à la valorisation du savoir-faire féminin et à la promotion de l'entrepreneuriat des femmes artisanes. Cette exposition a réuni des dizaines d'artisanes venues de différentes régions du pays, venus exposer leurs créations dans divers domaines, textile, vannerie, poterie, bijouterie, cosmétiques naturels, gastronomie locale. Cette exposition a non seulement mis en lumière la richesse et la diversité des talents féminins à travers tout le pays, mais également offert une plateforme unique pour que ces femmes puissent échanger, se former et se promouvoir. Le public a pu apprécier des œuvres innovantes, authentiques, qui témoignent de la créativité et la passion des artisanes, tout en s'ouvrant à de nouvelles perspectives de développement. Et au-delà des produits exposés, l'événement a également permis de discuter des défis rencontrés par les femmes dans le secteur de l'artisanat, notamment l'accès au financement, la formation et la reconnaissance de leur travail. Des panels ont ainsi été organisés avec la participation d'experts pour aborder les moyens de surmonter les obstacles et renforcer l'inclusion des femmes dans l'économie formelle. Et dans un mot prononcé à cette occasion, la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane Adan, a salué le dynamisme et la créativité des femmes artisanes, soulignant leur rôle essentiel dans la préservation du patrimoine culturel et dans la promotion du développement économique local. Elle a également rappelé l'engagement du gouvernement à renforcer les programmes d'appui technique et financier destinés aux femmes entrepreneuses, ainsi que de leur permettre d'améliorer la qualité et la compétitivité de leurs produits sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux. La ministre a réaffirmé la volonté du ministère de poursuivre ses efforts pour faire de l'artisanat un véritable levier d'autonomisation économique et d'inclusion sociale des femmes. Elle a invité enfin l'ensemble des acteurs publics et privés à unir leurs forces pour soutenir la professionnalisation du secteur et encourager la relève féminine. Dans une atmosphère empreinte de foi et de recueillement et de joie, la salle An-Nakhil de l'hôtel Le Kempinski a abrité aujourd'hui la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 2e édition du concours du Saint-Coran organisé par l'attaché religieux auprès de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf. L'événement s'est tenu sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Moumin Hassan Barré, et l'ambassadeur du serviteur des 2 saintes mosquées en République de Djibouti, Mitrik Ben Abdallah Ben Mitrik, en présence d'attachés religieux ainsi que de nombreux responsables, imams, prédicateurs et ulémas. Ce concours, qui a réuni près de 200 candidats et candidates issus des différents centres de mémorisation du Saint-Coran, ainsi que les écoles arabes, s'est déroulé à la mosquée Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les membres du jury ont également honoré en reconnaissance de leurs efforts précieux qui ont contribué au succès de cette manifestation coranique bénie. La cérémonie s'est conclue par la remise des prix et des certificats d'honneur aux lauréats dans une ambiance de joie et de gratitude, marquant la volonté commune de pérenniser cette compétition coranique en tant que rendez-vous annuel dédié à la promotion du livre d'Allah et de ses enseignements. Et dans son allocution, l'attaché religieux par intérim de l'ambassade saoudienne a rappelé que cette initiative s'inscrivait dans le cadre des programmes de l'attaché religieux menés en partenariat avec le ministère afin de promouvoir l'enseignement du Saint-Coran et d'enraciner ses valeurs au sein de la jeunesse. Il a souligné que le soutien constant du Royaume d'Arabie Saoudite à ce type de manifestation coranique illustrait l'engagement du serviteur des 2 saintes mosquées et de son Altesse royale, le prince héritier, à servir le livre du Seigneur et à encourager ses adeptes à travers le monde musulman. Et de son côté, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Moumin Hassan Barré, qui a parrainé l'événement, a adressé ce remerciement
au Royaume d'Arabie Saoudite pour son soutien constant au programme religieux à Djibouti, soulignant que ces concours orientent positivement les énergies de la jeunesse et renforcent le rattachement au Saint-Coran et à ses valeurs. Cette compétition coranique n'est pas seulement un concours de mémorisation et de récitation, mais elle incarne la grandeur du message du Saint-Coran dans l'éducation des âmes, la purification des cœurs et la formation des générations sur les valeurs de la vertu, de la modération et de l'équilibre. Le ministère accorde, a-t-il indiqué, une attention particulière aux livres d'Allah, ayant fait de la mémorisation du Saint-Coran et de l'honneur accordé à ses mémorisateurs un axe central de sa politique religieuse et éducative à travers le soutien des écoles coraniques, l'organisation de compétitions nationales et régionales et l'encouragement des jeunes à s'attacher aux livres d'Allah tant par la parole que par l'action. Et dans le dossier de cette édition, à quelques heures de l'inauguration du mémorial de la paix d'Arta, retour sur la saga méconnue d'un petit pays devenu grand médiateur. Depuis la conférence historique de 2000 qui a réconcilié la Somalie, Djibouti a converti sa géographie en puissance diplomatique. 2 décennies plus tard, la même voix s'élève entre partout dans cette partie du monde, au chevet du Soudan du Sud ou encore dans les couloirs de l'IGAD. Au cœur de cette trajectoire, la conviction affirmée d'un seul homme, celle du président de la République, pour qui la paix n'est pas une option, c'est un devoir collectif. La suite dans cette séquence. Tout a commencé à Arta, en l'an 2000. Dans cette région, personne ne savait qu'une conférence allait changer le destin d'un peuple et redessiner la diplomatie d'un continent tout entier. Sous l'impulsion du président Ismaël Omar Guelleh, alors fraîchement élu, Djibouti prit le risque de la paix, un pari audacieux, humain et profondément africain. Pendant des mois, Arta devint le corps battant d'une Afrique qui refusait le fatalisme. Des chefs de clan, des anciens, des représentants de la société civile, des religieux, venus de toute la Somalie s'y retrouvèrent pour tenter ce que beaucoup croyaient impossible. Parler à nouveau, s'écouter, mais aussi pardonner. Ce qui se jouait alors dépassait la réconciliation somalienne. C'était une démonstration. La preuve qu'un petit pays sans armée conquérant ni richesse infinie pouvait devenir la boussole morale d'une région en crise. La preuve que la neutralité pouvait être une puissance et que la diplomatie du cœur pouvait triompher là où les armes avaient échoué. À Arta, la République de Djibouti n'offrit pas seulement un toit et des tables de négociation. Djibouti a offert une philosophie, celle du dialogue comme acte fondateur, celle de la paix comme responsabilité partagée. Cette première initiative est née d'autres médiations. Après la Somalie, Djibouti prêta sa voix aux autres causes de la Corne, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, et à la normalisation, croyant que la paix entre frères ennemis. Au Soudan du Sud, Djibouti accompagna les pourparlers, convaincu que la stabilité d'un jeune État africain est l'affaire de tous. Et au sein de l'IGAD, Djibouti a toujours transformé les réunions en de véritables laboratoires de dialogue régional. À chaque fois, Djibouti n'a pas parlé de langage de la puissance, mais celui de la conscience. Ici, la paix n'a pas une posture diplomatique, mais un devoir d'État. C'est un socle sur lequel repose l'économie, la stabilité et par-dessus tout, toute la dignité nationale.
Et c'est ce socle que Djibouti a choisi de partager avec ses voisins, faisant de sa propre stabilité un bien régional. En un quart de siècle, Djibouti s'est imposé comme un médiateur moral, une voix calme et respectée dans une région souvent traversée par des tempêtes. Entre conflit et espoir, Djibouti a choisi d'incarner le fil rouge du dialogue, patient, discret, mais constant. Là où d'autres brandissent la force, Djibouti oppose la parole. Là où d'autres ferment les portes, Djibouti garde la sienne ouverte. Aujourd'hui, du mémorial aux tribunes internationales, cette vocation demeure. Elle dit au monde qu'un pays n'a pas besoin d'être grand pour être entendu. Il suffit qu'il parle avec justesse et conviction. Djibouti rappelle aussi que la paix n'est pas un souvenir. C'est une ligne de conduite, un héritage vivant. Car ici, dans ce coin, entre terre et mer, un petit pays continue de faire entendre une très grande voix, celle de la paix. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Al-Samadiri, a conduit une importante délégation djiboutienne pour prendre part aux travaux du 3e sommet de Luanda sur le financement du développement des infrastructures en Afrique qui se tient actuellement du 28 au 31 octobre à Luanda en Angola. Placé sous le thème Capitaux, corridors, commerce, investir dans les infrastructures pour la zone de libre-échange économique africaine et une prospérité partagée, cette 3e édition du sommet a pour objectif de mobiliser des investissements massifs afin de combler le déficit annuel de financement des infrastructures en Afrique estimé à plus de 100 milliards de dollars. Le sommet a également mis en exergue la nécessité pour les pays africains de mobiliser davantage leurs propres ressources financières afin d'assurer un financement durable et souverain de leurs projets. Il a été souligné qu'il est temps pour l'Afrique mobilise ses propres ressources financières pour atteindre ses objectifs au lieu d'attendre indéfiniment l'appui des bailleurs, qu'il s'agisse des routes, des chemins de fer, des ports, des lignes électriques ou des réseaux numériques. Le continent dispose des moyens nécessaires pour bâtir les infrastructures de son développement et de sa prospérité. La participation de Djibouti à ce sommet illustre sa volonté de promouvoir le développement des corridors régionaux et des infrastructures de transport comme levier essentiel pour atteindre des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine relatif à l'intégration régionale et au développement du commerce intra-africain. Le centre de développement communautaire de Damerjog a accueilli une cérémonie de remise officielle des certificats de fin de formation et du matériel professionnel de couture, notamment des machines à coudre à 20 jeunes femmes ayant brillamment complété 3 mois de formation en couture. Ce projet, fruit d'un partenariat étroit entre le ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'Union nationale des femmes djiboutiennes et le conseil régional de la région d'Arta, s'inscrit dans une vision claire et ambitieuse, favoriser l'insertion socio-économique des jeunes filles djiboutiennes, en particulier celles vivant dans localités comme Damerjog, en leur donnant les moyens de devenir autonomes, productives et actrices de leur propre développement. Cette cérémonie présidée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine, s'est tenue en présence de plusieurs personnalités et représentants institutionnels, dont le préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional, le sous-préfet de Damerjog, les formateurs et encadreurs. Cette initiative, au-delà de la formation théorique et pratique, offre une opportunité d'insertion économique à 20 jeunes femmes et grâce aux compétences acquises et aux équipements remis, elles sont désormais outillées pour s'insérer dans le monde de la couture, développer leur propre activité génératrice de revenus et contribuer activement au développement du tissu économique local. Le secrétaire d'État au sport a effectué ce matin une visite de terrain sur le chantier de réhabilitation de la plateforme sportive du quartier 7 dont les travaux sont menés par la société chinoise Touch Road International Holding. Et au cours de cette visite, le secrétaire d'État s'est félicité de l'avancement notable des travaux, soulignant la qualité de l'exécution et la bonne coordination entre les différentes parties prenantes. Il a déclaré que ce terrain, une fois opérationnel, offrira
un véritable espace d'épanouissement pour les jeunes du quartier et contribuera à la promotion du football local. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée d'inspection menée par le secrétaire d'État sur plusieurs sites sportifs, notamment le Stade Gouled, afin de s'assurer de la bonne progression des travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures sportives du pays. Le secrétaire général du ministère du Budget, coordinateur national du projet Aéroport international El Hadj Hassan Gouled Abtidon Beidley, Simon Mibratou, a rencontré à Riyad le directeur général du Fonds saoudien de développement, Sultan Ben Abdelrahman Al-Murched. C'était le 28 octobre. A pris part à cette réunion l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdine Bamakhrama. Les entretiens ont porté sur le financement du projet de construction du nouvel aéroport à Beidley et la participation financière du Fonds saoudien de développement. Ce projet qui s'inscrit en ligne avec les orientations de la vision 2035 basée sur les investissements dans le secteur des infrastructures et de la logistique jouera un rôle clé dans l'amélioration de la connectivité du pays avec le reste du monde et son positionnement comme un hub régional du transport aérien. Dans le cadre de ces missions de production de statistiques économiques et l'amélioration de la connaissance du tissu économique national, l'Institut de la statistique de Djibouti a lancé officiellement la phase d'énumération générale du recensement général des entreprises de Djibouti. Cette opération inédite dans l'histoire statistique du pays, constitue une étape essentielle pour renforcer les statistiques économiques nationales et mieux comprendre la structure du tissu entrepreneurial djiboutien. L'objectif de ce recensement étant d'identifier et de répertorier l'ensemble des unités économiques, qu'elles appartiennent au secteur formel ou informel sur l'ensemble du territoire, collecter également des données fiables et actualiser la structure, les activités, les effectifs des entreprises et constituer une base de données économiques solides destinées à éclairer la prise de décision publique, le suivi des politiques d'investissement ainsi que la planification du développement économique. Écoutons donc les réactions, les impressions des responsables. Nous avons lancé aujourd'hui le premier recensement général des entreprises à Djibouti, REGET, dans le but de fournir des indicateurs structurels et conjecturels. Il est essentiel d'obtenir des données fiables sur les entreprises formelles et informelles. C'est dans ce sens que l'État djiboutien, en particulier l'Institut de la statistique de Djibouti, nous avons lancé le premier recensement général des entreprises à Djibouti. C'est une opération historique et voilà, nous souhaitons que tout type d'entreprise ou statut d'accueillir les agents cartographes qui vont balayer l'ensemble du pays, y compris les 5 régions. Et dans l'actualité régionale, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, a ouvert cette semaine à Addis Abeba une réunion régionale de haut niveau réunissant des experts du climat, de l'environnement, de la migration et de la gestion des risques afin de forger une position commune sur la mobilité induite par le climat, la résilience et l'adaptation en amont de la COP30. Durant 3 jours, les participants examineront les données disponibles et élaboreront des stratégies concrètes basées sur la science pour faire face aux impacts croissants du changement climatique, des déplacements, des conflits dans la Corne de l'Afrique. Cette rencontre vise à aboutir à une déclaration régionale consolidée par l'IGAD pour la COP30, réaffirmant l'engagement des États membres à transformer les défis climatiques en opportunités de résilience et de développement durable. Et en nouvelles du monde, à la suite d'intenses frappes israéliennes ayant ciblé plusieurs zones de la bande de Gaza, des sources médicales ce mercredi ont annoncé qu'environ 70 Palestiniens ont été tués au cours des dernières 24 heures. Selon des sources palestiniennes, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes violentes contre 8 habitations entièrement détruites, ainsi que contre 5 tentes de déplacés et un véhicule à l'ouest de Khan Younes, provoquant la mort de 5 Palestiniens appartenant à une même famille. Des secouristes palestiniens ont par ailleurs confirmé que 12 enfants figuraient parmi les victimes des frappes israéliennes survenues ces dernières heures. De son côté, l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui la mort de l'un de ses soldats à Gaza malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre avec le mouvement de résistance palestinien Hamas. Et le mouvement Hamas a nié quant à lui toute implication dans cet incident et a réaffirmé son engagement envers l'accord de cessez-le-feu.
Et enfin, l'ouragan Melissa a touché terre hier soir en Jamaïque, devenant le plus puissant cyclone jamais enregistré, a frappé directement l'île des Caraïbes avant de s'affaiblir légèrement pour redevenir un ouragan de catégorie 4 selon l'échelle de Saffir-Simpson. Selon le service météorologique jamaïcain, Melissa a atteint les côtes avec des vents dépassant les 250 km/h, provoquant des dégâts considérables aux infrastructures et aux coupures massives d'électricité, touchant des centaines de milliers d'habitations et d'habitants également. La capitale Kingston et plusieurs zones côtières figurent parmi les plus touchées, tandis que les équipes de secours s'efforçaient d'évacuer les sinistrés et d'apporter une aide humanitaire d'urgence. La Jamaïque, qui compte environ 2,8 millions d'habitants, a déclaré l'état d'urgence national, les autorités avertissant qu'un risque accru de glissement de terrain et d'inondations soudaines dues aux fortes pluies associées à l'ouragan. Le Centre national des ouragans des États-Unis a pour sa part mis en garde contre la poursuite du danger extrême que représentait Melissa, qui pourrait encore menacer Cuba et les îles Caïmans dans les prochaines heures. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.